Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Résistance pour cette émission du samedi 23 août 2014. Alors nous avons autour de la table Paul Thor, camarade de Berrichon. Bonjour à tous. Alexandre, militant nationaliste parisien. Bonjour. Et puis Thibaut de Chasset, directeur du Renouveau Français. Bonjour à tous. Moi-même, Sylvain Maubranche, au micro. Alors nous allons nous entretenir aujourd'hui de l'actualité de cet été qui fut riche à de nombreux points de vue, de nombreux aspects. On va s'attarder tout d'abord sur ce qui se passe en France, avec une actualité un petit peu chaude, c'est-à-dire la tribune qu'Aymeric Choprade, géopoliticien assez connu, de renom, qui enseignait d'abord pour les institutions, pour l'administration, et puis qui s'est fait virer lorsqu'il a évoqué, quand il a évoqué les incohérences dans la théorie du 11 septembre, qui a rejoint aujourd'hui le conseil de Marine Le Pen et qui sort une tribune assez polémique. Et qui a été élu député européen. Oui, qui est député européen, effectivement, tu fais bien de me reprendre. Alors, rapidement, cette tribune, c'est dire plusieurs choses. La première, le nationalisme arabe est mort. Avec Assad plus ou moins sur la fin, avec la fin également de Kadhafi en Libye, avec la fin du régime Baas en Irak. Voilà. Bon, dans un premier temps, il dit voilà, Saddam est mort, Kadhafi est mort, il n'y a plus de nationalisme arabe. Ensuite, il dit que effectivement, l'Occident a mis un chaos sans nom au Moyen-Orient et que ça a suscité l'islamisme. Et puis, il dit qu'il faut défendre les chrétiens d'Irak, c'est pas très, voilà, et qu'il faut combattre l'État islamique, les islamistes au Moyen-Orient, et que par conséquent, il ne faut pas se tromper d'ennemis et qu'il ne faudrait pas finalement pour les patriotes français ne doivent pas remettre en cause la politique d'Israël. C'est un petit peu la conclusion, du moins le mot un peu fort qu'il a lui-même mis en gras dans son texte. Il dit « À moins donc qu'il ne soit gouverné par un antisémite obsessionnel, un patriote français ne peut chercher à former contre Israël et avec l'extrême gauche pro-palestinienne, la racaille de banlieue et les islamistes, une alliance à la fois contre nature et sans issue politique. » Alors, Paul Thor, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, justement, si vraiment, véritablement, il y a, en termes d'alliance, je parle, une voie sans issue politique, la véritable voie sans issue, c'est bien évidemment de s'allier, de faire corps avec Israël. Israël, la politique israélienne n'a jamais été en faveur des intérêts de la France, ni même des peuples européens d'une manière générale. Et vraiment, si vraiment il y a une voie sans issue politiquement, c'est vraiment ça, c'est de s'allier avec les Israéliens. Je veux dire que voilà, quand on sait le rôle joué par notre élite sioniste mondialisée, comment peut-on dire qu'on devrait s'allier à Israël pour aller combattre les islamistes au Moyen-Orient, tout en sachant qu'en fait, si les islamistes du Moyen-Orient existent et s'ils ont des armes, c'est grâce notamment à l'appui financier plus ou moins indirectement issu justement de l'élite financière et sioniste. Ouais, alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais à la rigueur, n'a-t-il pas raison ? Et peut-être que les Occidentaux ont mis le bazar au Moyen-Orient, qu'ils ont eux-mêmes armé des islamistes. Bon, d'accord, c'est un fait, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, Israël bombarde la Palestine, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à faire ? 2, est-ce que effectivement l'urgence aujourd'hui, c'est pas de s'attaquer à cet État islamique qui pose un vrai danger autant d'un point de vue géostratégique que pour les minorités chrétiennes d'Orient. Alexandre. Alors pour revenir sur ce que tu étais en train de dire, certes, l'Occident a armé les groupes qui ont combattu d'abord en Syrie, et qui maintenant se sont déversés sur l'Irak, suivant un chemin de moindre résistance, de fait, puisque à force de s'attaquer à un mur, ils ont fini par se déverser sur un flanc beaucoup plus faible de l'État d'à côté. Mais les Occidentaux, européens et américains ne sont pas les seuls à avoir financé ces djihadistes. Israël a quand même largement mis la main à la pâte, notamment en matériel et en formation de forces spéciales. Donc, soutenir le combat
israéliens contre des islamistes du Hamas, tout en sachant que d'un autre côté, ils ont aussi financé des djihadistes, c'est un manque de cohérence et un manque de vision globale de la question assez frappant. Manque de vision pour qui? De qui tu De parles? la part d'Émeric Choprad. Ah oui. Parce que Israël, c'est très bien ce qu'elle fait. Hein. Oui, non, ça, je mets pas en doute les capacités des dirigeants israéliens à bien mener leur barque pour leurs propres intérêts. Par ailleurs, autre problème de cohérence chez Émeric Choprad, il nous dit, alors on va combattre les djihadistes, on va soutenir donc, on va soutenir et on va accompagner les Américains dans une nouvelle offensive. D'abord des bombardements, mais on sait très bien qu'on tient pas un terrain, on tient pas un pays ni un territoire en bombardant seulement. Donc ça veut dire tôt ou tard envoyer des troupes au sol. Donc envoyer se faire tuer des soldats français. Et on va combattre les soutiens des djihadistes, à savoir le Qatar et l'Arabie Saoudite, en s'alliant avec les Américains, tout en sachant que les soutiens principaux de ces régimes arabes t'es sûr qu'ils sont américains. qu'ils souhaitent poursuivre le Qatar Oui, j'ai pas entendu parler de ça non plus. Mais moi, non, justement. Son aveuglement est encore plus fort que ça. Moi, je crois qu'il. Si, il en parle. Alors dans son texte, il dénonce la politique qatari et c'est saoudienne. Pardon. Oui. Et donc, l'incohérence, c'est que ces régimes-là sont soutenus à bout de bras par la politique américaine. Et donc, dire d'un côté on s'allie aux Américains militairement et de l'autre côté on s'attaque à des créations américaines, ça non plus c'est pas cohérent. Oui, d'une manière générale, que ce soit ton premier point ou le deuxième, ce qui est complètement incohérent pour soi-disant un géopoliticien, c'est que en fait, Émeric Choprad nous propose de combattre les conséquences plutôt que les causes. C'est ça le véritable problème de fond à la base. Donc pour soi-disant une grosse tête, quelqu'un qui serait donc vraiment très calé et vraiment une pointure, comme dit Serge Ayoub, là-dessus sur ce point-là je le rejoins. Bon, le Choprad, ça vole pas très très haut comme son analyse. Hein. Alors peut-être qu'il y a une part d'idéologie derrière. Que nenni. Qui oserait croire que derrière un dirigeant du Front National, il y a une stratégie électorale ou médiatique. Qui oserait croire ça? Électorale ou médiatique, mais il y a aussi quand même le fameux mentor d'Émeric Choprad. Voilà, sans même aller jusqu'au mentor, mais effectivement, si quand même, il y a une stratégie médiatique. Je veux dire que il faut quand même que nos auditeurs soient quand même conscients du fait que le Front National, qui maintenant, donc avec cette démarche de dédiabolisation a comme outil principal pour pouvoir gagner les élections les différents passages médiatiques de ces candidats, de ces leaders. Le Front National a besoin de se mettre bien avec la communauté sioniste en France si elle veut passer régulièrement sur les ondes, sur les plateaux télé et ainsi de suite. Donc bien évidemment, ça, si on trouve une explication cohérente à la position de Choprad, ça peut être que celle-ci. Oui, mais il n'a-t-il pas une référence, Choprad? Moi j'ai entendu parler de Tual. Oui, parce qu'en fait là, Paul, tu évoques surtout des motivations d'ordre stratégique ou opportuniste, tandis que Sylvain, tu supputes l'existence d'un soubassement idéologique dans cette nouvelle approche géopolitique. Effectivement, depuis quelques mois maintenant sur Internet, comment dire, il a été dit qu'Émeric Choprad avait un mentor, le fameux François Tual, qui donc apparemment franc-maçon de son état, puisqu'apparemment il aurait, si j'ai bien lu, il avait voulu créer sa propre obédience. C'est quelqu'un. En tout cas, non, c'est pas apparemment il a le site internet de son obédience est très clair. Il apparaît dessus en tant que président. C'est ça. Et donc qui apparemment voilà, donc c'est son mentor, et je n'ai pas à ma connaissance vu que Émeric Choprad démentait les différents sites qui avaient révélé l'affaire, quoi. Outre ça, effectivement, traîne aussi sur Internet, mais là pour le coup ça a été
apparemment démenti par minute, qu'il y a une fiche d'adhésion à une loge maçonnique au nom d'Émeric Choprade avec sa photo et ainsi de suite. Bon, ça, le magazine Minute aurait démenti l'info. Pourtant, bon, effectivement, il y a une fiche qui a l'air des plus véridiques. Mais bon, ça, effectivement, est-ce qu'on pourra vraiment vérifier l'authenticité de cette document. Alors, est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur l'affaire ? Juste un petit, Thibaut, oui. Un petit point, en te faisant l'avocat du diable tout à l'heure, tu te demandais ce qu'on pouvait avoir à faire de la Palestine et des affaires palestiniennes. Alors, sans même s'attarder sur la question du sionisme lui-même, qui dépasse largement les frontières du Proche-Orient, et c'est l'un des principaux problèmes de cette question du sionisme. Il ne faut pas oublier que, d'une part, c'est dans cette partie du monde que se trouvent, pour nous autres chrétiens, les lieux saints. Donc c'est quand même une terre très particulière à laquelle nous sommes, en tant que catholiques ou héritiers d'une civilisation catholique, reliés. Voilà. Et par ailleurs, puisqu'on s'intéresse aux chrétiens d'Orient, il ne faut pas oublier que en Palestine et au Proche-Orient, les chrétiens, ils sont palestiniens. Voilà, donc ils sont effectivement minoritaires chez les Palestiniens et de plus en plus minoritaires malheureusement, mais ils sont du côté des opprimés dans cette partie du globe. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu une contradiction à voir dans tous ces gens qui s'empressent à juste titre d'être choqués par les massacres faits par l'armée islamique contre les chrétiens en Irak, qui par contre trouvent naturel que les Palestiniens se fassent massacrer par Israël. Et effectivement, même s'ils sont minoritaires, dans les Palestiniens en Palestine, assassinés par Tsahal, il y a des chrétiens dedans. Donc on peut pas avoir une indignation sélective. Moi, j'avais eu un autre petit point sinon aussi à apporter, qui me paraît important, ce qui est vraiment dramatique avec ce papier de Choprade, c'est pas vraiment le fait que le Front National, pour des raisons bassement médiatiques ou de réseaux occultes, prennent une telle position. Le problème, c'est qu'en fait, on s'aperçoit, notamment sur Internet, parce que là, les réactions sont rapides, qu'on a toujours tout un pan de catholiques de tradition, de catholiques qui pourtant sont censés être un peu formés. Voilà, censés être formés, qui ont ce réflexe pavlovien de tout de suite se mettre du côté d'Israël, alors que la manipulation est vraiment grossière. C'est pas possible. Ils ont déjà oublié que les sionistes sont quand même à l'origine de tous les maux qui frappent notre société à l'heure actuelle. C'est quand même hallucinant. Ou que même on massacrait les chrétiens libanais aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Non, mais... Ok, très bien. Bon, je vous remercie. On clôture cette page Choprade, mais c'était important de commencer par là, pour parler d'un autre intellectuel, ou du moins d'un autre historien, d'un historien, qui est Vincent Renoir. Cela fait quelques semaines. Vincent Renoir, donc oui, c'est un historien qui est persécuté depuis maintenant quasiment une décennie pour ses écrits, je dirais assez libres en termes de ton sur. Ça fait plus qu'une décennie, ça fait au moins 2 décennies. Ouais. Pour ses écrits, disons-le, révisionnistes, voilà, qui, d'un point de vue personnel, était catholique, et qui a apostasié et qui a commencé en fait à attaquer la religion, tout simplement, sans trop que l'on comprenne pourquoi. Et qui commence à faire quelques dégâts. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Sans trop savoir pourquoi est-ce qu'il avait apostasié et qu'il maintenant qu'il critiquait, voire qu'il blasphémait la religion catholique, on a malheureusement quelques indices. C'est quand même de notoriété publique que Vincent a quitté sa femme pour se mettre avec une femme plus jeune. Donc malheureusement, comme c'est bien souvent le cas, si on ne vit pas comme on pense, on finit toujours par penser comme on vit.
Et une fois de plus, et malheureusement, j'en suis le premier à le regretter, c'est ce qu'il advient, à mon sens, de Vincent. Donc, apparemment, on sait d'où ça vient, quoi. N'est-ce pas la preuve que peut-être le combat est trop dur? Avec tout ce qu'il a enduré, souvent, je dirais, il était mis sur un piédestal par beaucoup de nationalistes en disant, regardez, comme quoi on peut être persécuté, libre et catholique. Est-ce que finalement son combat doit être imité comme il essaye de vouloir que ça soit le cas? Il entraîne les gens à essayer de s'engager un petit peu dans la voie du martyr. Souvent dans ses vidéos, ça revenait, en tout cas il y a quelques années, en disant, voyez... maintenant, il n'est plus trop dans le martyr quand même. Hein. Mais bien évidemment, mais le combat trop dur, je sais pas, mais dur, c'est certain. Je veux dire, qui dirait que le combat pour la vérité à l'heure actuelle, où les puissances du mal sont toutes puissantes et tiennent tous les leviers, peuvent vous envoyer en prison pratiquement pour un oui, pour un non, qui pourrait dire que c'est pas dur? Bien sûr que c'est dur, mais... Est-ce que c'est pas trop dur pour un père de famille catholique? Non. Alors certes, c'est extrêmement dur. Pour autant, Vincent Renoir, parfois, par certaines décisions peut-être maladroites, malheureuses, ponctuellement, n'a pas arrangé particulièrement sa situation, ni sa disponibilité vis-à-vis de sa famille. Parfois, il y a eu certaines décisions un peu hasardeuses, comme prendre la fuite à un moment en partant sur les toits lors d'une conférence, alors que son cas aurait été beaucoup moins grave et il aurait provoqué beaucoup moins de ouais, mais c'est pas ça le problème. Mais toujours est-il la que répression peut être féroce, même oui. si on tend pas la main, le bâton spécialement pour. Non, mais le fait même de rentrer en résistance, et c'est vrai quand même que dans le combat dans les différents combats qu'on pourrait qualifier de dissidence, c'est vrai que le révisionnisme est en plus celui qui est le plus durement châtié. Certes, mais Vincent Renoir a, pendant longtemps, été dans une position dans laquelle il s'est lui-même placé, de martyr, vis-à-vis de ce combat. Et donc... c'est vrai que pour lui, c'était un point important, voilà. Qu'il soit martyr. Pour lui, ça allait contribuer à la révélation de la vérité. Quoi. Et donc, forcément, en se plaçant en position de martyr, la manière dont on vit le combat est vraiment difficile. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, maintenant, il ne veut plus cette position de martyr, visiblement. Mais que, en fait, prendre une position de martyr, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de prendre une position de martyr s'il va jusqu'au bout. Effectivement, maintenant, a posteriori, on veut peut-être le reprocher, mais en fait, ce qu'on pourrait plus le reprocher, c'est d'avoir renié un de ses combats antérieurs. Mais d'avoir voulu d'avoir un peu une position de martyr, de s'offrir à la cause, on peut pas lui reprocher ça. On ne peut pas reprocher à des gens qui veulent, de toute façon, depuis toujours, la vraie religion a besoin de martyrs pour pouvoir s'étendre et pour pouvoir toucher tous les cœurs. Donc moi ça me choque pas. Très bien, merci, messieurs. Alors, un autre fait d'actualité, suite à ce qui se passe au Moyen-Orient, en particulier en Palestine, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu quelques manifestations pro-palestiniennes en France, qui ont eu des débordements. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais lors de ces débordements, la LDJ a participé de manière active, au moins à l'un d'entre eux, et ce qui a remis en cause l'existence même de ce groupe, et des politiciens ont proposé de dissoudre la Ligue de défense juive, ce groupuscule, ce groupe de militants sionistes extrêmement actifs mais également violents, pour rappel... Pas que violents. Comment ? Que violent. C'est quand même une particularité comme de la LDJ, c'est que la violence. Bon, peut-être qu'on on parlera après par la suite, mais quand les médias ou autres parlent de tel groupuscule, de groupes et autres, et notamment quand ils aiment bien qualifier les groupes d'extrême droite ou autres, qui en fait sont en règle générale des groupes militants, c'est-à-dire qu'ils collent des affiches, des autocollants, ils militent, ils distribuent, et qui peut-être des fois font le coup de poing pour se défendre. La particularité quand même très spécifique de la LDJ, c'est qu'en fait ils font que taper. Et c'est ça qui fait que, c'est encore scandaleux que cette Ligue de défense juive existe. C'est-à-dire qu'on imagine qu'en France, un groupe politique quel qu'il soit ne fasse que taper sur ses adversaires. Il ne tiendrait pas une minute. Hein. Voilà, donc c'est un petit aparté sur ça. Mais je te laisse continuer.
Oui, donc effectivement, c'est un groupe assez violent, clairement, dans ses actions. Ils ont, parce que tu parles de bagarre, ils ont attaqué Forisson, mais ils ont même posé une bombe sous une voiture, etc. Enfin, ça va loin, quand même. Ils avaient poignardé un commissaire il y a quelques années. Un commissaire il y a quelques années, donc c'est vraiment un groupe... 2 fois rien, quoi. Voilà, oui. Pour le quart de la moitié, un groupe patriote aurait été dissous depuis très longtemps. Et donc autour de cette polémique, à savoir s'il faut dissoudre la LDJ, la Marine Le Pen est interviewée sur RTL et la présidente du Front National dit vouloir assurer la sécurité des Juifs en France, et puis dire que s'il existe une ligue de défense juive, c'est parce qu'il y a un grand nombre de Juifs qui se sentent en insécurité. Je cite, ils ont le sentiment que monte un nouvel antisémitisme, pourquoi nouveau, je sais pas, on sait pas vraiment de quoi elle parle finalement, en France, et qui est le fait de confrontation communautaire. C'est une réalité, il faut la dire, parce que si on ne la dit pas, on se cache en partie ce qui est en train de se dérouler en France. Bon, elle ajoute un petit peu plus loin que s'ils se montrent violents, il faut les dissoudre, mais la vérité c'est qu'ils sont violents. Ils sont intrinsèquement violents. Par nature. C'est pour ça qu'elle se fout du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, la LDJ, c'est pas un groupe militant qui distribue des tracts, qui a un programme politique ou autre. C'est un petit groupe qui tabasse les opposants à la politique d'Israël. C'est pas du militantisme, ça. D'accord, merci Paul. Alexandre ? Oui, alors c'est vrai que c'est une police de la pensée, une police physique de la pensée, qui d'ailleurs a pour la moitié au moins la moitié de ses cibles sont des cibles juives, à savoir des juifs s'opposant à la politique d'Israël et démontant la logique du sioniste. Ensuite, alors quand on parle de nouvel antisémitisme dans la réponse de Marine Le Pen, c'est à mettre en lien avec la tribune d'Aymeric Choprade, à savoir du côté des juifs contre les islamistes. Oui, c'est l'antisémitisme islamique, le nouvel. Oui. L'ancien, ce serait celui des heures les plus sombres. Voilà. Enfin, ça fait déjà quelques années qu'il existe quand même. Ah oui, il est nouveau en France, c'est nouveau. Non, mais ce que c'est qu'en fait, surtout le terme nouvel antisémitisme, c'est le terme des médias. C'est-à-dire que c'est pas Aymeric Choprade, puis Marine Le Pen, et Marine Le Pen qui aurait, forgé le terme. Le nouvel antisémitisme, c'est le terme sûrement d'ailleurs plus ou moins forgé encore par la LICRA ou par le CRIF. Oui, ça suppose qu'il y en a eu un ancien, etc. Voilà, et en fait, qui est repris systématiquement sur toutes les chaînes de télé, c'est vraiment, ce sont les mots du système. Quand on parle de nouvel antisémitisme, si, on sait tout à fait de quoi on parle, effectivement, c'est cet antisémitisme qui viendrait des banlieues. Voilà, ce serait, comme dit Dieudonné, les islamo-bamboulas. Hein, c'est ça à peu près, le nouvel antisémitisme. Très bien. Alors, pour rappel, quand même, il faut rappeler que à l'occasion de l'affaire Méric, je ne sais pas si, vous vous souvenez probablement, ce jeune d'extrême gauche qui a agressé un patriote qui s'appelait Esteban Morillo, qui s'est pris une volée et qui est mort il y a un peu plus d'1 an maintenant. Lors de l'affaire Morillo, forcément, Marine Le Pen avait été interviewée pour savoir si elle souhaitait la dissolution d'extrême droite. Et des groupes d'extrême droite. Et elle avait quand même répondu qu'elle n'avait ni à le regretter, ni à l'approuver, et qu'il existait une loi en la matière, et que le ministre de l'Intérieur a bien vérifié que les conditions pour cette dissolution étaient remplies. Et donc elle a aussi appelé à la dissolution des groupes d'extrême droite ou d'extrême gauche qui appellent à la violence. C'est même pas des groupes qui sont violents, c'est des groupes qui appellent à la violence. Donc, on la voit quand même beaucoup plus tendre avec de violents, des extrémistes juifs qu'avec au moins des patriotes français. Voilà. Elle sait qui a les clés des médias, donc elle fait en conséquence. Et voilà quoi. Et il est à noter que autant elle explique l'existence de la LDJ par le fait que les juifs se sentiraient menacés. Mais pour autant, elle ne cautionne pas l'existence d'une ligue de défense française ou d'une ligue de défense goy. Parce qu'elle considère que c'est elle. Alors, très bien, je vous remercie. Alors, toujours dans ce chapitre quasiment sionisme d'aujourd'hui, on va parler de Grégory Shelley. Grégory Shelley est un hacker, pour reprendre les termes anglais, est un pirate informatique qui ne cesse de faire parler de lui depuis plusieurs semaines, puisque c'est lui
qui avait à l'époque dérobé tout un tas d'informations du site de Dieudonné, mais là il remet le couvert avec d'une manière bien différente. Il s'amuse à appeler les membres de la dissidence, les gens un petit peu antisionistes. Il s'amuse soit à appeler leur famille, soit à appeler la police en se faisant passer pour eux, en disant à la police que, par exemple, il a fait le cas avec Forisson, en disant à la police qu'il avait tué sa femme à un coup de fusil, et que par conséquent, il était retranché chez lui, qu'il attendait la police. Donc forcément, Forisson n'avait pas fait ça, la police a débarqué, en croyant que le professeur avait tué sa femme, enfin, ça déclenche des choses assez graves tout de même. Alors, si on a entendu parler, ce n'est pas parce qu'il a fait ça auprès de la dissidence, parce qu'il a fait ça auprès de Robert Forisson, Joël Corbeau, il a même fait auprès d'un rappeur qui s'appelle Kamel Ancien, mais c'est parce qu'il l'a fait sur des journalistes tout à fait mainstream. Il l'a fait à des journalistes de Rue 89, ce blog bobo de gauche détenu par le Nouvel Observateur, où un article, en fait c'est parti d'un article d'un journaliste sur ce hacker, sur ce pirate informatique, et il n'a pas plu. Et donc il a appelé les parents de ce journaliste en se faisant passer pour la police, en disant aux parents de ce journaliste que leur fils était mort. Voilà, premier canular, donc pas marrant du tout. Et puis ensuite il s'est fait passer pour le journaliste auprès de la police en appelant, en disant qu'il avait tué sa femme, etc. Et donc les policiers ont débarqué chez lui à 4h du matin. Voilà, bon, ça a eu comme une petite conséquence tragique parce que le papa de ce journaliste a eu un infarctus très peu de temps après ce canular. Et les médecins à l'hôpital ont dit que ça avait peut-être pas été déclenché par ça, mais en tout cas ça l'avait très fortement favorisé. Alors Paul, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Ulcan, alias Grégory Shelley ? Non, j'ai pas spécialement de choses à dire. La seule chose, c'est que on reconnaît bien quand même des méthodes hallucinante, quoi. Je veux dire, se faire passer pour soit la police, soit pour un médecin, et appeler des gens pour leur dire, votre fils est mort lors d'un accident. Je pense que ça se passe complètement de commentaires. On voit vraiment on a affaire à de la racaille puissance 10 000. Je veux dire, qui d'autre, à part un sioniste, pourrait faire un truc pareil? Je sais pas. Alors à noter que c'est aussi alors dans les médias c'est marqué ex-membre de la LDJ, enfin il y a quand même de fortes chances qu'ils soient encore en collaboration. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? On peut noter quand même les capacités techniques dont il fait preuve. Et la quasi-impunité. Et l'impunité et la capacité à appeler des personnes en prenant le numéro de téléphone d'une autre personne. Un simple logiciel suffit. Oui, mais il a accès quand même à un certain nombre de données. Il est très renseigné. Il devrait, à minima, être placé, être mis hors d'état de nuire. Or, on l'a laissé partir de France, tout de même. On l'a laissé partir de France. On l'a laissé aller s'installer en Israël, puisque maintenant il est à Ashdod. Et on sait très bien qu'Israël n'extrade jamais aucun de ses ressortissants. Donc, voilà, on l'a laissé aller se mettre dans un paradis où on peut continuer à nuire à tout le monde. Il y a une complicité de l'État qui est évidente. Même si effectivement, avant qu'ils partent, ils ne s'étaient pas encore attaqués à rue 89 ou aux journalistes de Libération. Donc effectivement, avant, ils ne s'attaquaient qu'à des méchants fascistes. Donc il avait la bénédiction du gouvernement. Voilà. Alors, tout ça pour en arriver au point d'orgue, sont les manifestations pro-palestiniennes qu'il y a eu en juillet, suite à l'agression d'Israël sur la bande de Gaza. Rappelons tout de même qu'en quelques semaines, il y a eu plus de 2000 morts, donc 400 enfants, 85% de ces morts étaient des civils, et non des combattants du Hamas. Forcément, ça a déclancé de vives réactions en France. Il y a eu un certain nombre de manifestations en soutien aux Palestiniens qui ont dégénéré avec beaucoup de casse, de violence avec les forces de l'ordre, et même donc une prétendue, du moins, ce que prétendent les médias, qu'il y a eu une attaque d'une synagogue rue de la Roquette à Paris. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous parler un petit peu de cette affaire ? Alors, Alexandre. Pour les Parisiens, je les invite à aller voir rue de la Roquette, juste pour voir le dispositif policier habituel qui se trouve devant cette synagogue. Pour avoir un peu fréquenté le quartier à une époque, elle est extrêmement bien protégée et elle risque absolument rien. Première chose.
Deuxième chose, qui fait le trajet d'une manifestation? A priori, je pense qu'on est tous au courant, c'est la préfecture de police qui nous impose des tracés. Et donc, la préfecture de police a fait passer la manifestation dans le carrefour au bout de la rue de la Roquette. Enfin, qu'est-ce qu'on voit sur toutes les vidéos qui circulent sur Internet? Il suffit de chercher 2 secondes sur YouTube. On voit quoi? Le trajet de la manifestation qui passe à côté de la rue de la Roquette. On voit la LDJ qui attaque par surprise. Bon, comme d'habitude. Et qui insulte aussi, qui excite. Voilà, et qui dit mort aux Palestiniens et compagnie, et puis mort aux Arabes. Des trucs qui passent pas sous le coup de la loi. Voilà. Pas d'Arabes, pas d'attentats, enfin ce genre de choses. Et donc, les militants pro-palestiniens fuient, et ils finissent par se rassembler et par aller répondre. Ils vont répondre à l'agression par l'agression. Réaction, on va dire, de défense naturelle. Et là, la Ligue de défense juive commence à se prendre de sérieux coups sur la tête, et donc il recule, et en effet, en même temps, on a une charge de CRS, bouclier en avant, avec gaz lacrymogène et flashball. La LDJ provoque, suscite donc la révolte donc des manifestants qui passaient par là, et ensuite, une fois qu'elle a fait son boulot de provocation, va vite se cacher derrière les boucliers de nos super flics républicains et leur laisse mater l'émeute. Voilà. Et ce qui est assez intéressant sur une des vidéos qui est filmée dans l'intérieur d'une des boutiques de la rue, c'est qu'on voit des dialogues entre des policiers et des membres de la LDJ qui s'appellent par leur prénom, qui se tapent sur l'épaule. En même temps, ils s'entraînent dans leurs locaux. Donc voilà, mais là, on voit réellement la proximité entre les services de l'État et ce groupe ultra-violent qui, il faut le rappeler, a été interdit en Israël et aux États-Unis pour des attentats qui ont tué des gens. Oui, tout à fait. Mais dans cette, d'ailleurs, il me semble que dans une des vidéos, en fait, c'est un enregistrement audio parce qu'il n'y a pas d'image. C'est un pseudo-militant de la LDJ, en fait, ça n'en est pas un. C'est un militant pro-palestinien, d'ailleurs, il me semble, qui se fait passer pour un militant de la LDJ et qui discute avec la police comme si c'était un militant de la LDJ et qui parle d'armes, etc. Donc, il dit aux flics qu'ils ont des armes et qu'ils attendent de s'en servir. Et le flic dit non, quand même, attendez qu'on fasse notre travail. Soyez gentil quand même. Voilà. On va le faire pour vous, les mecs. Voilà, mais c'est exactement ça. On est à votre service quand même. Arrêtez vos conneries. Voilà, mais alors il y a une chose. Alors effectivement, ça c'est la première manifestation, mais ensuite, donc effectivement, tu sembles l'évoquer. Ça a été une volonté quasiment étatique pour pouvoir, par la suite, interdire les suivantes. Bien sûr. En pensant probablement que ça allait mater le mouvement. À moins que ce soit encore une histoire de billard à plusieurs bandes, et que le fait d'interdire puisse permettre de provoquer des incidents, puisque tout le monde savait que, interdiction ou pas, les gens allaient descendre dans la rue à Barbès. Tout le monde le savait. Donc, on interdit, on réprime, on provoque des incidents. Et moi, j'ai vu quelques vidéos où on voit la police s'entraîner en civil à des arrestations ciblées au milieu de la foule. C'est-à-dire qu'ils disent, à un moment, lui, là-bas, habillé en t-shirt blanc, on l'attrape. Tout de suite, maintenant. Donc, il y a eu aussi, quelque part... ça, c'est l'entraînement classique. Oui, mais une décrédibilisation du mouvement total, puisque de fait, l'interdiction a provoqué les incidents. Puisque le même jour, sur les autres villes, il n'y a pas eu tant de problèmes que ça. Non, en province, c'est bien passé. Voilà. Et aussi, ils ont voulu faire se dégourdir leurs jambes à leurs effectifs. Alors, rentrons un petit peu dans le jeu, et notamment de beaucoup de catholiques qui en ont rien à faire de ce qui se passe là-bas, et qui, encore une fois, se rangent plutôt du côté israélien. Qu'est-ce que les patriotes français ont à faire de ces manifestations qui mélangent finalement barbus, on a vu beaucoup de musulmans sunnites, certains avec le drapeau de la charia, d'autres en train de prier, etc. Objectivement, il y a énormément de musulmans, c'est plutôt normal, mais enfin c'est normal. J'ai pas dit que c'était normal, mais vu la situation française, voilà, qui mélange islamistes, racailles et extrême gauche. Voilà. Est-ce que finalement nous il faut jamais perdre de vue qui est responsable de la situation. C'est vrai qu'effectivement, comment dire, pour des Français de souche, voir les rues de Paris à feu et à sang pour la Palestine, c'est forcément pas agréable.
C'est ce qui explique justement le comportement simpliste de beaucoup de patriotes ou même de catholiques, et qui, en effet, par réaction, en voyant ce spectacle dans les rues de Paris, se rangent automatiquement dans le camp d'en face et ne font pas la distinction entre ce qu'on voit en France et la situation de l'autre côté de la Méditerranée. Ça fausse la vision des choses. Et donc il faut bien voir qui est responsable de cette situation, parce que en fait c'est comme en fait la ritournelle qui est chantée par tous les hommes politiques sur les plateaux télé. C'est il ne faut pas importer le conflit du Proche-Orient en France. Qui l'a importé? Mais qui l'a importé? Qui est-ce qui a fait venir en masse des immigrés, des Arabes? Qui a fait venir en masse tous ces immigrés qui sont donc issus du Proche-Orient, plus ou moins, ou du moins qui sont qui ont un lien avec le Proche-Orient, qui ont la même religion? Qui les a fait venir? Donc maintenant, il faut pas importer le conflit, alors qu'en fait ils ont tout fait pour l'importer. C'est quand même fort de café. Donc voilà. Voilà. Et puis le sionisme, c'est la condition sine qua non pour pouvoir faire de la politique en France. Donc, de fait, même quand on fait que de la politique pour la France, on ne peut pas s'exempter d'avoir une réaction et une réflexion sur le sujet. C'est absolument obligatoire. C'est un sujet qui nous concerne parce que les personnes qui nous gouvernent sont tous des sionistes. Tous. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de mener une réflexion sur le sujet. Oui, d'ailleurs, avant, il y avait quand même quelques personnalités politiques qui soutenaient la Palestine. On n'a quasiment pas, durant ce conflit, on n'a quasiment pas entendu parler. Quasiment pas de... S'ils veulent garder leur siège... non, mais je veux dire, il y a quand même 15 ans, il y a une autre liberté de ton. On sent que la chape de plomb se fait de plus en plus oppressante, quoi. Il y a quasiment plus d'opposition. Il y a le Messia qui va arriver, donc... Ok, très bien. Autre chose à ajouter, messieurs? Non. Alors, juste un petit mot sur le slogan « Ni kippa, ni kéfier », qui refait Flores dans nos milieux aussi. Cette condamnation du kéfier part du principe que c'est un attribut carrément islamique maintenant, islamiste. Et c'est peut-être aussi notamment dû donc à ce spectacle des manifestations d'étrangers en France. Il faut rappeler qu'il n'y a pas parmi les Palestiniens que les islamistes qui portent le kéfier, il y a aussi des chrétiens. Il n'y a d'ailleurs pas que des Arabes, il y a aussi des Blancs non islamiques et pas forcément gauchistes. Voilà, donc cette haine, ce rejet du kéfier, bon, personnellement je suis pas tellement un partisan, mais ce rejet systématique traduit ce comportement simpliste, émotif, qui caractérise malheureusement trop souvent nos milieux. Voilà, et ces slogans faciles qui finalement sont des slogans quelque part un petit peu soit d'ignorance, soit de peur, de lâcheté. Et c'est aussi les futurs chairs à canon, parce qu'en fin de compte, ce raisonnement simpliste et tout, on est quand même, quand on s'enchaîne à un raisonnement aussi simpliste, on est quand même condamné en permanence à servir de chair à canon à Israël, hein, in fine. Très bien, messieurs, je vous remercie. Alors, fini pour même si ça a été très internationalisé aujourd'hui, mais pour la page française, nous allons passer un petit peu à ce qui se passe à l'étranger, et notamment aux États-Unis, où le 9 août de cette année, un policier, dans des circonstances assez controversées, il faut le dire, voire troubles quand on écoute les arguments, tue un jeune afro-américain de 6 balles dans le corps, alors qu'a priori, je dis bien, il était désarmé, et ça crée tout de suite de violentes émeutes, donc dans la ville de Ferguson, aux États-Unis, dans le Missouri. Ça crée de violentes émeutes qui ont conduit à des jours, voire plusieurs semaines, une semaine et demie d'émeutes, tous les soirs, toutes les nuits. Il y a eu un deuxième mort, d'ailleurs, depuis. Le déploiement de la garde nationale, donc ces policiers chargés de rétablir l'ordre en cas de soulèvement populaire, qui sont quasiment, qui sont des militaires finalement, puisqu'ils sont armés de fusils sniper, de gilets pare-balles. Bon, voilà, c'est une sorte de police militaire. Et donc, ce sont des émeutes clairement raciales où tous les protagonistes sont noirs, et ils s'en sont profités pour piller, brûler et affronter les forces de l'ordre en réclamant plus de justice pour les noirs. Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que statistiquement,
un policier tue quelqu'un dans cette ville, il a 8 chances sur 10 de tuer un noir. Donc déjà, parce qu'il y a 80% de noirs dans la ville. Donc statistiquement, le fait qu'il tue un noir ne prouve rien. Ensuite, quelle que soit la race, quelle que soit l'orientation ou les habits qu'on peut porter aux États-Unis, quand un policier nous arrête et nous interpelle, la première chose qu'on apprend à un étranger quand il met le pied sur le sol américain, c'est de montrer ses mains et de ne pas bouger. Parce que les policiers ont tous, aux États-Unis, très souvent, en tout cas, la gâchette facile. On est très très loin du comportement des policiers en France. Ou au moins la matraque. Voilà. Mais s'ils se sentent menacés, ils tueront. Hein. Oui, oui. Ils tueront facilement. Et donc, on a un banal fait divers. Oui, parce qu'il est accusé du vol d'une broutille. Hein. Enfin, Bien sûr, mais aux États-Unis, le fait de se faire tuer par la police n'est pas lié au délit ou au crime qu'on fait. S'il s'agit d'une résistance ou d'une menace supposée vis-à-vis de la police. Donc, bon, un policier tue un homme qui était soupçonné ou recherché pour un vol. Bon, ça arrive assez régulièrement. Il se trouve que c'est dans une zone défavorisée, dont les Blancs, que les Blancs ont fui, parce que perte de travail, et donc ils sont partis, et ils restent dans ces coins des États-Unis, comme à Détroit ou ailleurs, Donc, quasiment plus que des noirs. Hein. quasiment plus que des Noirs, qui sont désœuvrés et déshérités très souvent. On a une réaction de communautarisme habituelle aux États-Unis. Les Noirs défendent des Noirs. On a de l'aplaventrisme politique derrière. On change le chef de la police et on met un chef de la police noir, qui trouve rien de mieux à faire que de dire je suis avec vous, je suis aussi noir pour calmer les choses. Même lui, qui était un policier noir, qui était là pour apaiser les choses, il a fini par dire à ses hommes bon, sortez les blindés, les fusils, les gilets pare-balles, les boucliers, et on va nettoyer la ville avec les bombes lacrymogènes et les canons à eau. Donc même lui, il n'a pas eu le choix. Ce que moi j'ai noté d'intéressant, mais c'est la culture américaine qui le veut, c'est les consignes de la police de dire aux citoyens de s'armer et de se protéger, parce que il y a clairement une volonté de la part d'une partie non négligeable de la population noire du coin d'effectuer des razzias systématiques dans les maisons riches, dans les boutiques, prioritairement chez les Blancs, mais pas seulement. Aussi chez les riches noirs qui sont considérés par une certaine partie de la population noire comme des traîtres et des bounties, comme on dit. Voilà, parce que noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Le seul truc intéressant, c'est finalement, puisque c'est les problématiques typiquement américaines, c'est le gouvernement qui finit par dire aux gens « armez-vous parce qu'on n'y arrive pas », pour dissuader les pillards de venir. Oui, parce que sinon, ce n'est qu'un énième épisode de la société multiethnique, multiraciale et démocratique qu'on nous impose, qui serait la panacée pour la terre entière. Donc, est-ce que, pour moi, il n'y a vraiment rien de neuf sous le soleil. Je veux dire, l'histoire américaine est émaillée en permanence de ce genre d'événements. Effectivement, si tu dis, moi j'avais pas lu ça, bon, je me suis pas trop intéressé au sujet, mais j'ai pas trop lu ça, le fait que là qu'ils incitent même la population à s'armer. Effectivement, en général, il faut chercher l'information, hein, parce que c'est pas le genre d'information que relaient les médias français. Voilà, effectivement, la seule petite nouveauté qu'on pourrait relever, c'est qu'effectivement, s'ils ont incité les gens à s'armer, effectivement, c'est pas ce qu'ils font habituellement. Ah, mais j'invite toutes les personnes qui pourraient regarder à quoi ressemble une autodéfense citoyenne, d'aller chercher des images sur Internet. Il y a quelques photos de gérants de boutiques, voire de simples citoyens qui font des milices et des patrouilles dans la rue, armés pour protéger leur domicile. Arrête, tu vas en faire fantasmer. Là. Arrête. Mais c'est bien le seul aspect positif. Voilà, c'est le seul aspect positif de l'histoire. En ce sens que ça respecte la liberté des hommes dignes qui devraient avoir la possibilité de s'armer, voilà, dans un état. Ne rêvez pas en France, jamais. Voilà. Bien d'accord. Sinon, comme tu le disais, Paul, en effet, ça reflète encore bien la réalité multiraciale américaine et ce à quoi aboutit une politique d'immigration massive, de mélange des races, qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses et qui aboutit toujours à des violences ou à la disparition d'une des deux communautés par absorption ou fuite. Et donc en face de ça, on a, pour pallier ces problèmes de violence et de criminalité qui se répandent partout, une police très présente et très violente. C'est aussi typiquement américain et c'est évidemment pas ce qui nous fait rêver. En France, on a aussi coutume parfois dans nos milieux d'en appeler à plus de
plus de police ou une police plus virile ou plus violente. Et ce n'est évidemment pas un modèle de société auquel on peut aspirer, on doit aspirer en tant que patriote, comme libre ou même chrétien. Alors, une société totalitaire. Oui, et pour finir sur la police surarmée, j'invite nos auditeurs à aller rechercher sur Internet différents articles sur la militarisation de la police américaine, puisque maintenant, et depuis une petite dizaine d'années, donc les mandats Bush, nous avons une dotation vis-à-vis de la police, et non pas de la garde nationale qui est une émanation de l'armée au niveau des États, mais vraiment de la police locale, une dotation en moyens extrêmement lourds, à savoir véhicules blindés, fusils d'assaut, protection, utilisation, même mines antipersonnelles. Ils ont doté la police américaine de mines antipersonnelles, de lance-roquettes, de matériel qui n'ont rien à voir avec le maintien de l'ordre. Et ça n'annonce pas de bonnes choses pour les citoyens américains. Et si on prend l'habitude de considérer que les États-Unis sont parfois très largement en avance sur ce qui va nous arriver, quand on regarde certains véhicules de la gendarmerie nationale relativement récents, on se dit que notre police aussi est peut-être aussi sur le même chemin. Nous, on a déjà effectivement une police militaire qui est la gendarmerie. Donc effectivement, la transition est assez rapide pour pouvoir avoir du matériel purement militaire. Mais en tout cas, l'observation de ce qui se passe aux États-Unis doit nous intéresser, puisque c'est un petit peu un laboratoire de ce qui risque de nous arriver en France. Et pour terminer là-dessus peut-être, il faut bien garder en tête, bien comprendre qu'une police plus virile, plus armée, plus violente avec les racailles, elle sera aussi plus violente avec les citoyens normaux, les citoyens lambda. Je dirais même qu'elle sera encore davantage violente avec ceux-ci qu'avec les racailles, puisqu'il y a moins de danger, moins de résistance, etc. pour ces gens-là. Donc le français lambda qui par peur de remettre en cause les fondements des problèmes de criminalité, à savoir l'immigration gigantesque, celui qui souhaite plus de police plus violente, il va en faire les frais lui-même directement. Internet pullule de vidéos aux États-Unis, on nous voit des types lambda, des citoyens lambda, se faire ceinturer violemment ou même matraquer parce qu'ils ont dit un mot de travers à un flic qui venait leur chercher des poux. Oui, effectivement, il est bon de rappeler à nos compatriotes que si en France la police n'arrive pas à arrêter et à juguler la criminalité inhérente à notre société, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut entendre, une question de moyens ou autre, c'est une question de volonté politique. Et c'est pas parce que la police française n'est pas assez violente ou le code pénal pas assez rigoureux que nous avons des problèmes de criminalité. Si on a des problèmes de criminalité, c'est parce que soit le code pénal n'est pas appliqué dans sa sévérité contre les racailles ethniques ou autres. Voilà, c'est parce que c'est pas appliqué. Mais si c'est pas une question de moyens, c'est vraiment parce que il y a une volonté politique derrière de laisser faire. Voilà. Très bien, je vous remercie messieurs. On clôture cette page américaine. Maintenant, nous allons passer à un sujet qui nous passionnait. C'est l'État islamique en Irak et au Levant. Donc ce groupe djihadiste qui combattait en premier chef Bachar al-Assad sur le sol syrien, notamment au nord de la Syrie, qui vient de faire une percée, alors surprise en tout cas pour nous, puisqu'ils ont conquis plus d'un tiers du territoire irakien en quelques semaines, sans qu'il n'y ait de véritable résistance finalement face à eux, l'armée irakienne étant en déroute, sans combattre, et qui mettent gravement en danger les minorités là-bas religieuses que sont les chrétiens forcément, puis aussi les yézidis. Alors, je connaissais pas, on a découvert ça un petit peu dans les médias, et puis enfin les chiites irakiens également. Alors il y a quand même des questions un peu tabous, et les médias parlent de l'autofinancement de l'État islamique. Ils parlent beaucoup de l'autofinancement de l'État islamique qui en ayant conquis des villes, finalement, se sont accumulés un trésor de guerre. En braquant des banques. Alors, ça paraît quand même relativement peu crédible. Autant qu'ils mettent la main sur du matériel militaire irakien en ayant mis en déroute l'armée irakienne, je veux bien.
Mais de là à dire qu'ils ont braqué des banques, demain on peut prendre la Société Générale du coin, on sera pas beaucoup plus riche, hein, ou de quelques dizaines de milliers d'euros tout au plus, mais pas de 1,5 milliard comme ils ont prétendu après la chute de Mossoul. Bon, alors le financement de cet État... Ils ont peut-être braqué des puits de pétrole. Oui, mais alors non mais Ça met un peu de temps. S'il faut le vendre par bidon de 10 litres, effectivement. Alors voilà, considérant ce financement de l'État islamique, qu'est-ce que vous en pensez? On nous parle pas ou quasiment pas dans les médias mainstream de financement des monarchies du Golfe, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on a déjà abordé le sujet un petit peu tout à l'heure en parlant de la doctrine Choprad. Il n'y a pas d'opposition syrienne laïque et modérée. Il n'y a que des personnes qui... Toutes les personnes qui étaient laïques et modérées ont été réintégrées et ont été graciées par Bachar el-Assad. Aujourd'hui, il n'y a plus que des djihadistes qui se battent contre lui. Donc, c'est simple. Nous finançons, puisque aujourd'hui notre président l'a admis. Nous avons financé. D'ailleurs, je te coupe une petite seconde, mais le calife de l'État islamique est un ancien... Al-Baghdadi est un ancien de l'armée syrienne libre, oui, donc soi-disant l'opposition modérée. C'est un ancien de l'ASL. Mais l'ASL, c'est un paravent pratique pour aller se présenter dans les pays occidentaux. À savoir, nous sommes des modérés. Ils changent de drapeau comme ils en ont envie. Un coup, on est modéré et on montre un tel, on enlève le turban. Et puis, pour faire la guerre d'une autre manière, on met le turban, on met le drapeau noir et on est des islamistes. Mais fondamentalement, c'est toujours les mêmes types de groupes. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de division à l'interne. On a des images on peut trouver des images de lutte de pouvoir interne à la soi-disant rébellion syrienne, et parfois très très violemment. Mais il y a une réelle continuité entre la formation, tout d'abord la formation, la constitution des groupes armés, leur armement, le soutien qu'on leur donne depuis un moment, et ce qui se passe en Irak après. Oui, moi ça me paraît logique, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors, est-ce qu'à votre avis, est-ce que c'est qu'une conséquence, encore une fois, d'une erreur occidentale, juive et qatari, saoudienne, ou est-ce que c'était voulu de s'emparer comme ça? En plus, ils ont récupéré en Syrie et en Irak quand même de gigantesques puits de pétrole. Ils détiennent une large part des PIB des deux pays. Alors voilà, est-ce que, encore une fois, c'était voulu de financer ces groupes, bon, pour renverser Bachar al-Assad, c'est sûr, mais pour ensuite déborder sur l'Irak? Est-ce que c'est pas une conséquence? Bien évidemment que c'était largement prévisible. Voilà. Oui. Mais c'est sûr que c'est voulu. Je veux dire que c'est la fameuse théorie du complot, du chaos organisé. C'est-à-dire qu'en fait, pour justement déjà l'avoir fait une première fois avec l'Irak, donc quand ils ont mis à mort Saddam Hussein, ils ont vu l'instabilité que ça créait entre les différents groupes, les différents groupes islamistes qui pouvaient se réveiller. On l'a vu en Libye, on voit partout, quoi. Donc en fait, ils savent très très bien que ça crée le chaos, qu'il y a des groupes islamistes qui vont conquérir des terres, qui vont revendiquer un califat ou autre. Ils le savent, mais bien évidemment, ça rentre dans leur jeu global de mainmise sur le Proche-Orient. Alors, il y a plusieurs choses. Pour le cas purement irakien, le gouvernement, par l'effet de un homme, une voix, est forcément aux mains des chiites, puisqu'ils sont majoritaires dans le pays. Ils occupent une partie du pays qui est plus petite, à l'est, avec la frontière avec l'Iran, mais ils sont majoritaires dans le pays. Et après, il y a deux autres communautés, tous sunnites, parce qu'on dit les sunnites et les kurdes, mais les kurdes sont hyper majoritairement sunnites. Oui, ils sont sunnites. Donc on a des peshmerga. Voilà, on a des arabes sunnites et des kurdes sunnites. Donc ça fait trois communautés majoritaires, avec une petite minorité de quelques centaines de milliers de personnes qui est une survivance d'une religion païenne. Quelques dizaines de milliers de personnes. Non, centaines. En fait, au dernier recensement, ils s'étaient cachés sous Saddam Hussein puisqu'ils étaient arabisés de force. Ils sont beaucoup plus nombreux que ce que les Occidentaux pensaient, mais c'est la logique. Sous la persécution, on se cache.
Donc quelques centaines de milliers de personnes qui sont d'une religion très très proche du zoroastrisme, à savoir culte solaire, culte des anges. Pour la culture, c'est assez intéressant. Au niveau religieux, c'est clairement du paganisme le plus total. Et donc, on a un Irak qui s'est, du fait de la démocratie, avec tous les guillemets qu'il faut bien mettre, qui s'est rapproché de l'Iran. La politique américaine a décidé de se durcir vis-à-vis de cette partie-là. Puisque, évidemment, il n'est pas acceptable que l'Irak se rapproche de l'Iran. Et de faire une espèce d'union des chiites. Puisque là, pour le coup, ça aurait été un bloc homogène de ce côté-là. Et donc, on utilise les créations pour aller sur le côté de moindre résistance, où on sait très bien que les tribus sunnites, que ce soit des Kurdes ou des Arabes, ne résisteront pas à l'invasion, puisqu'ils veulent voir tomber le régime dirigé par des chiites. Et donc on utilise une force qu'on a créée pour un objectif qu'on poursuit, à savoir ramener l'Irak dans le giron occidental. D'accord. Alors aujourd'hui, et c'est effectivement ce qu'il faut bien préciser aussi, c'est que les Peshmerga kurdes sunnites, donc, qui accueillent les réfugiés yézidis et chrétiens, sont donc bien des musulmans. Aujourd'hui, ils sont en train d'être armés par la France, les États-Unis. Non, les États-Unis, non, ils bombardent, ils fournissent de l'aide humanitaire par la France, l'Allemagne, qui a déclaré qu'elle aiderait également, pour empêcher l'avancée des djihadistes sunnites. Mais finalement, est-ce qu'on peut penser que si jamais les Peshmerga disaient à l'État islamique, nous on veut que vous reconnaissiez notre État kurde, et puis il n'y a pas d'embrouille avec vous, et à la rigueur on vous rend les chrétiens, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, ça, à votre avis, de trahir la confiance des réfugiés pour être bien aussi avec l'État islamique et pas avoir trop d'embrouilles? Maintenant que les Occidentaux les ont militarisés, ils seraient en plus en mesure de se défendre face, aujourd'hui, je pense que le Kurdistan irakien ne reviendra jamais sous le giron irakien. Ils sont armés militairement maintenant pour faire face à l'État islamique. Donc la carte est réellement en train d'être redessinée. Oui, elle est d'autant plus en train d'être redessinée que c'est que de fait, le Kurdistan irakien est indépendant. Aujourd'hui, il est indépendant. Autonome. Ils ont carrément déclaré leur processus d'indépendance. Leur indépendance. Donc ils sont techniquement indépendants. En Syrie, ils sont techniquement autonomes. Puisque Bachar el-Assad a été obligé de les laisser gérer la guerre dans leur coin, puisqu'il n'avait pas les moyens de la gérer lui-même. Donc il les a laissés s'armer, et il les a aussi armés, et comme ils connaissent le terrain, c'est eux qui combattent les djihadistes. Et on commence à avoir quelques remous du côté turc, puisqu'il y a aussi des Kurdes en Turquie. Et donc, ce qu'il est possible que nous voyons dans les mois ou les semaines, c'est le retour d'un Kurdistan. La recréation d'un Kurdistan, ça fait plusieurs centaines d'années qu'ils n'ont pas eu de pays à eux. Et donc, il est bien possible que ce soit l'étape suivante et ça correspond à une certaine doctrine de fractionnement des grands États nationalistes arabes qui environnent Israël pour revenir à un découpage ethnique. D'accord. Alors justement, face à tous ces dangers, les chrétiens sont menacés très clairement physiquement d'élimination en Irak. Il y a eu un texte, beaucoup de catholiques aujourd'hui souhaitent une intervention française pour les protéger. Il y a eu un texte publié sur Contre-Info, une tribu de Lydre, qui disait l'intervention en Irak, c'est une fausse bonne idée, puisque finalement nous n'avons pas les moyens. De deux, c'est un territoire beaucoup trop grand. De trois, on n'arrangera absolument pas le sort des chrétiens là-bas. Enfin, ça a suscité énormément de polémiques sur les réseaux sociaux, ce texte. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre? Je suis assez dubitatif sur le traitement qu'on fait dans les pays occidentaux vis-à-vis des chrétiens d'Orient. À savoir la communication. Alors déjà, le principe de s'afficher avec un signe de dimitude dans nos pays, déjà, moi j'ai envie d'inviter nos auditeurs à réfléchir à ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'on est chrétien, on s'affiche avec nos symboles et notre fierté en tant qu'Européens. On n'est pas des dhimmis, surtout pas dans nos pays. Première chose. La prophétie aussi. Mais voilà. Mais en tout cas, moi je me considère pas comme un dhimmi ni comme un nazaréen. Je suis un catholique et je suis un Européen fier de l'être. Première chose. La deuxième, c'est
De quel type de population est-ce Alors, qu'on peut-être parle? préciser aux auditeurs que vous parlez probablement du signe qui ont été Oui, faits sur les portes c'est ça. des habitants de Mossoul, il me semble, Oui. Des chrétiens de Mossoul, où les djihadistes avaient fait un sigle arabe, c'était le N de N nazaréen, c'est ça en arabe. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup de catholiques, soit sur les réseaux sociaux ou avec des t-shirts, affichent le même signe. C'est très fashion. Oui, ça se vend bien. Alors, ensuite, de quel type de population est-ce qu'on parle? On parle d'arabes, chrétiens, en majorité pas catholiques, puisqu'il y a beaucoup de sectes paléo-chrétiennes qui survivent dans la région, qui ont profondément intégré le concept de la dhimmitude. Profondément. Ce sont des gens qui ne se sont pas levés pour se défendre. Personne. Alors, je comprends que ce soit difficile, mais par exemple, à Mossoul, ils étaient à 1 contre 100. Les djihadistes étaient à 1 contre 100. Et les gens ont fui. Ils ne se sont pas battus pour leur terre. Ils ne se sont pas battus pour défendre ce qu'ils possédaient. Ils ont tous fui. Donc, je comprends une certaine empathie, puisque ce sont quand même des chrétiens. Nous en sommes beaucoup plus proches que de musulmans ou que de n'importe quelle autre religion. Et je comprends l'empathie de ces populations qui souffrent. Pour autant, il s'agit quand même de réfléchir pourquoi est-ce que nous irions nous battre là-bas? Pourquoi est-ce que nous irions verser notre sang, le sang de nos frères, pour nous battre pour une population qui ne se défend même pas elle-même? Et qui finalement ne nous appellent pas plus. Hein. Ils ne nous appellent pas, ils ne font pas partie de notre peuple au sens large, ils ne sont pas européens. Techniquement, ils sont très très peu à être de notre religion. Ouais. Alors après, leur donner les moyens, les aider et quelque part leur mettre leur indiquer une route pour qu'ils s'assument en tant que communauté. Les chrétiens libanais ont certainement parfois fait des erreurs dans l'histoire, il n'empêche que eux se battaient. Moi, ce que j'attends de voir, c'est de voir un chrétien irakien qui fait comme un chrétien syrien, qui finit par comprendre que s'il veut survivre, il doit se battre, qui prend une arme et qui défend sa famille. Moi, j'attends de voir ça. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec ce texte, mais ça a vraiment suscité Moi, je suis beaucoup. d'accord. Moi, je maîtrise pas trop ça, mais effectivement, ton raisonnement me semble cohérent. Thibaut? Et en tout cas, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le constat effarant de la disproportion de force entre les assaillants djihadistes et la quantité de chrétiens et d'autres confessions qui fuient devant cette avancée. Ça révèle en effet un état d'esprit de dhimmitude et très éloigné de celui, par exemple, des chrétiens du Liban qui ont appris à se défendre et à survivre en environnement islamique, qui se sont organisés, qui ont créé des milices, qui se sont armés. Ce sont deux schémas opposés, oui. Je vais être un peu taquin, mais peut-être qu'ils sont providentialistes. Il n'y a pas une antenne du MJCF là-bas? Walter. Il est taquin. Non, tout ça pour dire que c'est une mentalité très fâcheuse et dont il paye aujourd'hui le prix fort. La solution, c'est dans l'armement spirituel, l'armement moral, intellectuel et l'armement matériel, physique pour ces gens-là. On peut pas dire qu'ils soient soutenus par le reste de la chrétienté dans cette optique, puisqu'il y a toujours un pacifisme effarant qui règne dans les milieux catholiques officiels et conciliaires, y compris au Vatican. Il y a quelques jours, François a fait a déclaré que on ne fait pas la guerre au nom de Dieu. Pas François Hollande. Non. On ne fait pas la guerre. Non, oui, c'est ça, il a dit. On ne fait pas la guerre au nom de Dieu. Et ce message semblait destiné, même si c'était pas formulé explicitement, aux djihadistes. Voilà. Bon, ce qui peut faire songer à une naïveté incroyable, évidemment, puisque les musulmans en général et les djihadistes encore plus n'ont strictement rien à faire de l'opinion du pape ou d'autres figures catholiques. Mais surtout, les catholiques, eux, risquent d'entendre ce message dans tous les cas, et qui est un message qui peut avoir des conséquences concrètes dramatiques, justement, comme on le voit, et qui en plus est très novateur et s'oppose frontalement à la conception qu'on avait jusqu'à présent dans la chrétienté de la guerre, qui peut être faite justement au nom de Dieu. Je repense aux mots de Jeanne d'Arc: en nom de Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Bon, c'est exactement l'inverse. Sans parler évidemment de la théorie de la doctrine de la guerre juste qui a été développée par saint Thomas d'Aquin, etc. Et quant à notre histoire européenne au sens large, une des plus grandes pages de notre histoire, et le moment où l'esprit européen s'est quand même manifesté d'une manière la plus explicite possible, ce sont les croisades. Ou les pentes. Ou les pentes.
Lépante, les croisades. Alors, vous parlez de la bataille de Lépante en 1571, qui a vu une armée composée de diverses nations européennes repousser les assaillants turcs en mer Méditerranée. Oui. Bataille navale que nous avons remportée alors que les Européens étaient moins nombreux. Oui. Très bien, monsieur. Nous verrons si nous avons des retours dans les commentaires concernant l'intervention française en Irak. En tout cas, c'est un sujet très passionnel. Et il y a eu même des insultes par rapport au dernier article. Bon, c'est normal, il y a quand même des vies en jeu, des souffrances terribles. Bon, on comprend que cela puisse choquer, révolter, etc. C'est vrai qu'il faut, par-delà l'émotion, essayer de développer un raisonnement. Voilà. Alors c'est à noter que nous sommes en août. En août, ce sont les anniversaires d'Hiroshima et Nagasaki, les deux bombes atomiques qui sont abattues en août 45 sur le Japon, causant la mort de entre 160 et 260 000 personnes. Hein, c'est ce qu'on peut appeler la guerre selon les démocrates. Est-ce que Paul, tu as quelque chose à dire ? Oui, toujours quand même bon de se souvenir. On dit toujours, voilà, le devoir de mémoire. Là, il s'agirait effectivement d'avoir un véritable devoir de mémoire, et il faut effectivement quand même se souvenir des atrocités commises au nom de la démocratie, hein, parce que donc effectivement l'histoire et les médias officiels veulent toujours nous faire croire que c'était en gros, hein, pour faire rapide, notre camp, ou du moins assimilé, qui étaient des criminels et qui ont commis toujours des crimes, mais les faits sont têtus, et si on parle de la Deuxième Guerre mondiale, l'usage de la bombe atomique sur les populations civiles, ce qui est ni plus ni moins en droit international un crime de guerre. Massacrer en masse des civils, c'est un crime de guerre. Donc, si l'Allemagne était crime contre l'humanité, même. Voilà. Mais si encore le crime contre l'humanité n'existait pas avant 45. Donc, on est en 45 en août. Et donc en fait, ne pas oublier qu'en fin de compte, que si ce sont toujours les Allemands qui ont été accusés de crimes contre l'humanité, force est de constater que les Américains, eux, n'ont jamais été punis pour ces crimes de guerre affreux qu'ont été donc le massacre de civils à l'aide de cette arme terrible qui est l'arme nucléaire. Il faut toujours bien rappeler que ce sont des civils qu'on a massacrés, et en plus, encore une fois, sans objectif militaire. C'était casser le moral du pays. Voilà, c'était casser le moral, mais c'est pas du tout militaire. C'était pour mettre un terme plus rapidement, alors que le Japon était déjà vaincu. Et en fait, Alexandre, ce qui est intéressant à noter, c'est que la déclaration de guerre du Japon a été refusée par les Américains au début de la guerre, et que quelques jours avant le largage des bombes, les Américains reçoivent une lettre de capitulation de la part de l'empereur. Mais pas selon toutes les conditions que les Américains voulaient leur imposer. Et donc, ils refusent la paix, ils refusent l'armistice, et pour pouvoir larguer leurs bombes et les tester dans des conditions réelles, et permettre aussi à la Russie d'annexer une petite partie non négligeable du territoire japonais. Oui, il y avait une course aussi entre les deux superpuissances. Oui, une course, je pense qu'on va mettre des guillemets, parce que c'est comme ce qui s'est passé pour Berlin. La course, elle s'est quand même réglée. Je pense que le cas Patton devrait intéresser quelques auditeurs si jamais ils veulent regarder. Bon, quoi qu'il en soit, comme tu le disais, Paul, les États-Unis n'ont jamais été punis. Non seulement ils n'ont jamais été punis, ils ne se sont jamais repentis, mais en plus de ça, ils continuent. Régulièrement, ils s'attaquent à des civils, ils bombardent des civils. Et pour couronner le tout, ils donnent des leçons à tout le monde, font la morale à tout le monde et attaquent, agressent des pays souverains au nom de cette pseudo-morale dont ils se veulent les héros. Donc, aucune peur de la contradiction et de l'incohérence. Et en effet, ça, il faut le rappeler en permanence. De rappeler aussi peut-être qu'effectivement que la ville de Nagasaki était la plus catholique. Voilà, le centre chrétien du Japon, et que donc en fait est-ce une coïncidence, mais effectivement sur les deux villes qui ont été martyrisées, comme par hasard, il y avait la plus grosse ville chrétienne du Japon qui était dans les victimes. Très bien, merci, messieurs. Écoutez, je vous remercie de vos interventions, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Radio Résistance.
Merci. Au revoir. Merci, au revoir.